le monde et merci de venir nous rejoindre. Voici votre émission. Simplement dimanche, simplement pour vous, sur radioinfocité.com. 9h30, c'est mon dimanche, celui où tu reviens me raconter ce qui m'a manqué des bouts de ton quotidien. Je m'étais le temps de partir, reviens toujours trop vite chaque fois. Je voudrais tant te retenir. Venez nous rejoindre sur la chaîne YouTube pour participer à l'abordage durant cette émission. Trop de questions sans réponse. Oh, est-ce que c'est moi? Tu sais, tu n'y es pour rien. C'est difficile de comprendre. Et quand tu sauras tout, crois-moi. Voici votre animateur, Jean-Marc Drolet. Bien. Bon matin et bon avant-midi à tous ceux. Je vais juste mettre mon micro comme il devrait être. Parce que quand je travaille sur une radio puis une autre, je suis obligé de rajouter mon micro tout le temps. Parce que je parle trop fort d'un bar, puis de l'autre bar, je ne parle pas assez fort. Donc, merci à tout le monde de venir nous rejoindre sur radioinfocité.com. C'est l'émission Simplement Dimanche. Et si vous avez remarqué le panneau, on a commencé à changer le graphisme. Donc, la nouvelle saison approche à grands pas avec toute l'équipe de Radio Infocité qui sont après sortir de leurs vacances. Bon, il y en a comme nous autres, des vrais, là, hein, Carl? Des vrais, eux autres, ils partent pas en vacances, ils sont toujours là avec les auditeurs. Et Carl est déjà venu me rejoindre immédiatement. Il a déjà tous ses sujets. Il va venir nous dire un petit bonjour pour voir si son micro fonctionne correctement en ondes. Hey, bonjour tout le monde, salut Jean-Marc. Ben oui, ça prend des crinqués, effectivement, puis ça prend de la patience pour nos proches. C'est vrai. Et voilà, merci à tous les proches, dont madame. Je pars tout de suite mes sujets, parce que j'ai déjà en retard, excusez-moi, je me suis enfargé avec mon café dans les mains, donc c'était pas une bonne idée. On va tout de suite dire bravo à l'équipe Québec d'athlétisme qui est déjà toute prête, toute formée, prête à s'en aller se battre aux compétitions internationales et nationales pour pour montrer notre drapeau. J'ai vu cette annonce-là, ça démontre juste que la saison de l'athlétisme n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Et ils sont tous équipés en bleu et blanc, mon cher Carl. As-tu de l'information là-dessus, toi? Très peu. J'en ai un petit peu à vous dire pour le deck hockey, par contre. Le 21 octobre, il va y avoir le championnat du monde de deck hockey. Puis, Radio Infocité va être... on va couvrir l'événement. Alors, on est en train de m'organiser un voyage aux îles Turquoises pour que je puisse couvrir l'événement. Donc, on va vous donner des nouvelles. Puis l'équipe d'athlétisme, là, c'est pour le championnat canadien qui vient bientôt. Puis c'est ça, c'est toute l'équipe d'athlétisme que Stéphane Hallinger nous a présenté sur le site et sur la page Facebook de la Fondation. Stéphane travaille très fort, là, pas juste au deck hockey, mais dans toutes les disciplines. Il se fait solliciter beaucoup. Donc, on encourage les athlètes et les entraîneurs qui désirent représenter le Québec sur la scène internationale. Donc, c'est sûrement là, un des nombreux contacts que notre président a. Je tenais aussi à saluer ce matin nos valeureux auditeurs, nos plus... Linda Delage, un beau bonjour. Chantal Marquis, qui travaille très fort sur ma page Messenger pour me donner beaucoup d'informations, des résumés. Merci Chantal, c'est très apprécié. Donc, il y a Linda, je l'ai parlé, de Hot Cactus aussi. Donc, bonjour, bon matin tout le monde. Puis, c'est ça, je voulais te parler brièvement en introduction, en début d'émission, Jean-Marc, du petit scandale là, qui semble s'être monté là, chez nos YouTubers québécois. Ken Pereira et Stupid ont fait une vidéo sur la crise d'octobre de 1970. Puis,
pour nous expliquer que la crise d'octobre, ça a été un false flag, comme un événement monté par de toutes pièces. Donc, c'est une émission où Ken Pereira et Stu Pitt sentent le besoin de faire un lien avec le père d'Alexis Cossette-Trudel, M. Cossette, son premier nom m'échappe, là. Puis, certains partisans d'Alexis ont mal pris ça. Ils ont pris ça comme une attaque à l'endroit d'Alexis. Puis, je voulais savoir un peu, toi, ton opinion. Puis, j'avais quelques questionnements à faire avec toi là, concernant ce dossier-là. J'ai pas vu le fameuse émission en question. Par contre, j'ai vu les fameux posts de Alexis Cossette-Trudel qui nous disaient « Salut tout le monde, merci d'avoir envoyé des messages d'encouragement sur le fait de penser que... des messages suite à une émission très limitée du Web Journal d'hier qui a été fait au sujet de la réponse qu'il aurait faite contre André Pitre et Ken Pereira. Et il donne rendez-vous, bien entendu, pour la suite de lundi. Je présume que c'est ça qu'il voulait dire. Mais je trouve ça que c'est une bonne méthode de faire de la publicité puis mousser la promotion et attirer l'attention. C'est une méthode comme un autre. Pour connaître Ken Pereira puis André, c'est des individus qui aiment bien faire de la promotion ou attirer l'attention en allant chercher ce que j'appelle des faits. Ou prenant des faits à moitié, puis ils vont rectifier quand ils vont être sur place. Donc, ils s'arrangent tout le temps pour faire la moitié nouvelle, juste pour que ça fasse un buzz. Et j'espère que c'est pas encore une de ces trucs-là, parce que des fois, il y a des sujets que c'est touché de faire ça. Absolument. Parce que le père d'Alexis Cossette-Trudel, M. Cossette, là, qui a fait partie des membres du FLQ, puis qui a été un des privilégiés là, à quitter le Québec pour Cuba. On apprend ça, là. Je savais ça un petit peu parce que j'ai quand même connu de près Alexis. Ce lien-là là, que Pereira essaie de faire entre son père et lui, je me demande c'est quoi le but de tout ça. Puis effectivement, pour peut-être... créer une petite controverse. On sait que M. Pereira est en élection pour le parti de Maxime Bernier. Ça permet de parler de lui beaucoup. Puis, on sait qu'Alexis appuie le parti de Maxime Bernier. Donc, ça peut permettre aux deux, là, c'est à mon avis une situation gagnante-gagnante. Mais c'est quand même intéressant de voir M. Pereira s'apercevoir que il y a dans l'émission là, que j'ai pas tout écouté, là, je n'ai écouté le 3/4, face à l'étude de comment a été monté l'événement d'octobre 70, comment que la crise d'octobre, moi, plus je me penche dessus aussi, plus je m'aperçois là, que ça semble être très noyauté par le gouvernement canadien et la GRC. Et... Dans cette émission-là, où il fait le lien avec le père d'Alexis Cossette-Trudel, il fait aussi, Pereira, là-dedans, il fait aussi, comment je peux te dire, il fait le lien aussi, il essaie de montrer, là, c'est ça, oui, il cite des livres d'agents du FBI sur comment déstabiliser les régimes nationalistes. Puis c'est des livres là qu'il cite. Puis je trouve ça très intéressant parce que il fait le parallèle avec la crise d'octobre. Comment détruire un mouvement nationaliste naissant dans un État. Puis la crise d'octobre semble être un scénario monté comme c'est indiqué dans les livres là, qui citent dans l'émission de Stu Pitt. Ça, je trouve ça très intéressant.
qu'on démonte finalement depuis, ça fait quoi, là, 30, ça fait 50 ans que la crise d'octobre déjà a eu lieu. Puis c'est quand même intéressant maintenant, là, vu avec le recul historique qu'on a, avec comment le fédéral ensuite a manigancé pour casser le mouvement souverainiste. C'est très intéressant ce que Ken Pereira essaie de nous démontrer dans cette émission-là. Ce qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est de mettre l'accent, parce que le père Alexis était un acteur parmi tant d'autres, mais il est quand même intéressant d'essayer de comprendre pourquoi certains membres du FLQ ont eu une passe gratuite vers Cuba. Qu'est-ce qui fait que certains ont pu avoir une passe pour aller là-bas, puis d'autres ont dû rester ici? Qu'est-ce qui fait les liens, là? Qu'est-ce qui a permis à M. Cossette? C'est sûr que ça amène Alexis à expliquer le deep state canadien, parce que là, il peut... c'est un monsieur... Hein, Alexis aime bien fouiller les complots et d'essayer de comprendre cet épisode-là de notre histoire. J'ai bien hâte de voir dans la réponse d'Alexis lundi qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus. Parce que c'est ce qu'on découvre. Surtout que c'est pas lui qui était l'acteur principal, c'était son papa. C'est-à-dire que vouloir demander à Alexis de répondre ce que son père a pu faire des années de Mathusalem, c'est comme être un peu malhonnête quelque part envers tout le monde. Oui, c'est peut-être juste un fait pour attirer l'attention sur Alexis, puis d'attirer l'attention sur l'auteur qui sort cette nouvelle-là. Parce que quand on analyse ça, on dit qu'est-ce que Pereira a à gagner à se mettre de parler de la crise d'octobre? Ben là, c'est sûr que l'élection. L'autre chose qui nous questionne, M. Pereira, c'est qui nourrit ce monsieur-là? Qui nourrit l'information? Il semble toujours être au bon endroit, au bon moment, Ken Pereira. Il semble avoir accès à une foule ça, je peux te le confirmer. Pour avoir fait plusieurs émissions et plusieurs collaborations avec Ken. Puis, j'espère que Ken est encore bon copain avec nous autres. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'informations. Puis je connais plusieurs de ses sources. Et c'est juste parce qu'il y a une bonne façon de rapporter l'information, c'est qui est intéressant. Si je regarde dans le texte qui est affiché actuellement sur l'écran, qui est la réponse justement d'Alexis, qui dit que il dit que Ken Pereira a allégué un certain nombre de choses hier au studio sur la crise d'octobre 70. C'était assez clair pour ceux qui savent lire entre les lignes. Et ça va faire bientôt 6 mois que Ken est sur le dos d'Alexis. Et il continue là où est-ce que Gilbert Thibodeau, qui est également au studio de Stupid, ou d'André Pitt, si vous voulez, avait commencé. Et donc, il va, pour le moment, il va réduire ses collaborations, bien entendu, parce qu'on sait qu'Alexis a fait plusieurs collaborations avec André. Il va couper ça. Puis, ils vont en profiter en même temps pour faire un genre de bilan après 1 an de web journal pour voir où est-ce qu'il va en être rendu. C'est dommage, mais je trouvais qu'Alexis avait des bons points. Je n'étais pas toujours d'accord, mais il y a des bons points sur ce qu'il apportait. Donc, c'est à suivre. Stupid nomme 3 personnes à l'intérieur du studio là, qui se seraient pognées déjà, là, Ken étant le 3e avec Alexis. Le premier, c'est le candidat. Le soir de l'élection ou le lendemain, dans une analyse de l'élection provinciale, on sait qu'Alexis s'était pogné en ondes avec le candidat. Puis l'autre aussi, c'est celui là, qui faisait l'émission là. Sur le système... comment il s'appelait, là? C'est un des premiers au studio qui est... en tout cas, ce gars-là, là, il parlait souvent là, du système canadien, du système de justice canadien. Là. Comment qu'on l'appelle, lui? En tout cas, il s'était pogné avec lui aussi. Puis là, avec Ken Pereira, puis...
Donc, c'est sûr que c'est un peu particulier de voir ça. Alexis n'est pas le type à vouloir la confrontation. C'est un gars plus un pédagogue qui aime informer selon son analyse, qui prend tout le temps bien soin là, de très bien monter pour avoir été proche de lui. Alexis néglige pas ses sources. C'est un gars qui va réfléchir beaucoup avant de parler. Puis, chose certaine aussi, si on essaie de faire des liens du côté de Ken Pereira puis stupide de Alexis avec le passé de son père, moi, je pense que ça enlève rien en la qualité du travail de Alexis. Si on veut essayer, certains m'ont dit ils sont jaloux ou ils essayent de... Parce qu'on sait qu'Alexis actuellement... Ou on veut obtenir l'auditoire de Alexis A, parce qu'on s'entend que l'auditoire qu'Alexis a puis celle que Ken a, c'est deux auditoires à des chiffres astronomiquement différents, opposés l'un à l'autre. Là. Oui, puis qu'est-ce qui fait qu'Alexis, en ce moment, montre là, dans ses visionnements de vidéos d'1 heure, là, son web journal maintenant, là, il va souvent péter le 50 000. C'était du jamais vu au niveau du Québec. Puis une des raisons pour ça, c'est que Alexis ne traite pas beaucoup d'actualités québécoises, mais surtout d'actualités américaines, françaises. Il informe très bien le public francophone mondial sur la politique, les dessous de la politique américaine. Et si on regarde les chiffres du côté de la France, moi, je pense qu'effectivement, il y a Mathieu Bock-Côté qui fait comprendre aux Français que les Québécois là, ont une expertise dans la politique internationale. Puis j'ai l'impression que le deuxième qui va en profiter, là, c'est Alexis, parce qu'il semble intéresser beaucoup aussi les francophones d'Europe et d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est ce qui fait son grand succès. Puis ça semble fatiguer certains. Puis moi aussi, je vois un peu de ça aussi. Là, on essaye de s'accrocher à sa popularité en essayant de l'égratigner un peu. Mais là, il commence à avoir son public. C'est l'occasion aussi pour son public de l'aimer encore plus, de le défendre. Parce que moi, j'ai eu là, des propos, là, j'ai du monde qui m'ont appelé. Hein? Comme les gens qui passent leur temps à taper sur Radio Infocity, c'est le même principe. Parler en bien, parler en mal, mais parler de nous autres, on est bien contents. C'est à peu près ça, moi, je dis tout le temps. Allons-y pour la prochaine article que je t'avais sorti. Je t'ai parlé au début. Ah oui, le français. Le français au Québec. Plutôt région Montréal, pour être très, très précis. Bougez pas, je vais vous ressortir la carte. Il faut que vous voyez ça. Ça, c'est Carl qui a reçu ça. Puis je l'ai reçu également, donc je suis sauté dessus. Parce que ça va aller avec la suite des choses que j'avais préparées ici. Voilà. Ça va être correct comme ça. Ouais, correct. Je vais essayer d'ajuster ça au centre. Donc, selon une nouvelle étude qui vient d'être sortie, que je vais vous montrer dans quelques secondes, Montréal, ceux qui ne croient pas que l'anglais et plutôt le français est après disparaître à Montréal. Soit que vous vivez dans un château ou est-ce que vous avez jamais sorti ou vous mettez jamais vos pieds dehors ou vous êtes simplement aveugle. Vous parlez jamais avec vos voisins. Donc, la langue parlée à Montréal actuellement, on va y aller, on la trier en 3. Le français, l'anglais et l'autre. OK? Et si je regarde le panneau que je vous présente pour ceux qui nous écoutent sur le YouTube, désolé pour les gens qui ne nous écoutent pas sur le YouTube, vous aurez l'occasion, bien entendu, de voir cette photo-là qui, follement, je pense que tu l'as déjà partagée, Carl, dans le Facebook, cette photo? Oui. Oui, voilà. Donc, langue parlée à Montréal en bleu, en rouge, en anglais. C'est bien, c'est les bonnes couleurs. Et les autres en orange. Donc, si vous n'avez pas déjà vu cette image-là, tadam! Voilà. Très intéressant à voir. Le bleu. Oui. On voit ce que les spécialistes parlent là, de l'effet beigne. On voit que le travail de nos amis canadiens anglais, puis ceux qui contrôlent l'immigration au Canada, comment ils ont travaillé fort pour vraiment là
L'île de Montréal est vraiment maintenant rouge et orange, très peu de bleu. On se pose la question pourquoi maintenant il y a des châteaux forts libérales. C'est que c'est eux autres là, qui les ont emmenés dans une propagande où ils doivent défendre l'unité canadienne. Donc, regardez les régions en rouge. Moi, je parle d'un phénomène souvent, on parle souvent de l'île. Regardez l'île de Laval, comment elle est maintenant rendue rouge-orange. Et l'effet beigne là, du bleu qui est maintenant tout le tour. Et là, le tour du beigne est de plus en plus grugé aussi, parce que la plupart vont travailler dans les zones rouges, vont passer 10-12 heures par jour, essentiellement à se faire servir des restaurants en anglais. Tout est en anglais sur l'île, donc à un moment donné, un francophone qui est le moindrement épuisé de son travail ou quoi que ce soit, s'ostine plus, puis adhère là, à ce qui se passe autour de lui. L'autre phénomène que je veux vous expliquer, quand vous vous demandez pourquoi le docteur Barrette, entre autres, a été élu, puis que Mme Ouda Pépin, pourtant, a été tassée de là, c'est la région de Brossard. Si vous allez du côté de la Rive-Sud, regardez le rouge du côté de Brossard, comment il est rendu important. Puis, donc, là aussi, le Parti libéral est maintenant assuré d'élection en élection à se faire élire, là. Donc, la démocratie, là, si on faisait, on juxtaposait la carte électorale, bien, on comprendrait facilement que les rouges et les oranges ne votent essentiellement pas comme le reste du Québec, ne consomment pas essentiellement la même culture, la même information. Ils nous écoutent pas du tout. On a réussi quand même, là, tranquillement, à sortir Montréal du Québec. Ce qu'on assiste avec cette photo-là, c'est vraiment les efforts de nos adversaires, ceux-là qui ont peur du démantèlement du Québec. En ce moment, là, ils nous donnent pas le choix. Ceux qui parlaient de la partition du Québec, ben, en 95, après leur victoire, ils ont compris, puis ils ont accentué ce phénomène-là qui rend notre rêve politique très, très difficile. Puis ceux qui vivent sur l'île en ce moment, on se demande pourquoi des femmes comme Valérie Plante, des gars comme Denis Coderre sont élus systématiquement. C'est en raison là, du remplacement de la population qu'il y a eu dans ces régions-là. Si on veut savoir pourquoi le Parti québécois ne sera plus capable de faire élire ni la CAQ, là. La CAQ, on parle là, de 2 comtés sur la pointe de l'île de Montréal. Regardez où il y a un petit peu plus de bleu qu'ailleurs. Mais c'est une question de temps avant que ça disparaisse parce que notre anglophilie, il y a plein de phénomènes en ce moment qui me portent à croire que la tache rouge qu'on voit au centre va s'étendre va s'imposer de plus en plus s'il n'y a pas un coup de barre qui est donné. C'est une carte qui parle énormément. Quand Luc Lavoie de TVA nous dit qu'il n'y a pas de danger, quand on nous dit que la diversité nous enrichit, allez dans ces territoires rouges et oranges-là pour voir, il n'y a pas un Québécois ou une personne sensée qui aimerait vivre dans ces coins-là, parce qu'on l'a complètement dénaturé. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'île de Laval. Regardez l'île de Laval, les régions rouges et oranges, où il est très difficile dans les magasins, maintenant, dans plusieurs boutiques, de se faire répondre en français. Et on remarque aussi, depuis le projet de loi 21, qu'il y a certaines communautés là, qui vraiment nous regardent de travers, nous voient vraiment comme le message de nos adversaires qui essaient de nous faire passer pour de droite et de racistes. Chez la communauté, souvent très peu informée de notre côté, hein, les stéréotypes que nos adversaires lancent à ces nouveaux arrivants-là leur imprègnent le cerveau complètement. Puis on ne peut pas leur reprocher. C'est pour ça aussi que ça devient un outil politique pour le fédéral qu'on doit absolument débattre et
arriver à ce qu'on puisse, avec l'aide de M. Legault, vraiment que le Québec, pour des raisons de survie nationale, ait le contrôle pleinement de l'accueil des nouveaux arrivants. On ne doit plus laisser ça entre les mains du fédéral, parce que regardez qu'est-ce que ça donne. On a maintenant des résultats concrets de ce que fait le multiculturalisme. Puis c'est ça qui est le pire. On est en train de vivre un ethnocide et dans un silence total, où nos adversaires en ce moment sont en train d'opérer le travail passent pour les gens très ouverts. L'anglophilie, des spécialistes des communications qui essaient de faire passer le message jour après jour à travers leurs médias de masse. Vas-y, Jean-Marc. Et cherchez pas pourquoi que les statistiques qui ont été abolies, c'est la raison numéro 1, parce qu'ils veulent pas que vous voyez cette image-là. Et les gens qui s'occupent de pas la désinformation, parce que je veux pas être accusé d'être négatif, je vais juste dire d'information, vont tout faire pour vous cacher cette information-là. Par contre, oui, ils vont vous donner des statistiques qui datent d'il y a 20 ans. Ils vont vous... Regardez bien ça, là. Durant la prochaine élection, là, si on sort ça, là, ils vont dire, ben voyons, ça vient de statistiques qui datent d'il y a 20 ans ou 10 ans. Eh non, ça, c'est à jour de cette année. Puis ça a été basé sur les Statistiques Canada et les statistiques qui ont été faites par des sondages style léger pour les compagnies de publicité. J'ai cherché la source de ces choses-là, c'est de là. Pourquoi qu'il n'y a pas de point à Canis Attaqué? Puis vous voyez un genre de trou blanc, là, où est-ce qu'il y a le Mont-Royal, puis c'est blanc. Le monde te répond, c'est parce que dans ces zones-là, ils ne veulent pas répondre au téléphone pour les sondages. C'est pas ça, pas en tout. À Canis Attaqué, le sondage est interdit par les Blancs. Mais moi, je lis l'information qui est là. Et là-bas, de plus en plus, les gens ont peur également parce qu'eux autres, là-bas, ils veulent essayer de ramener la langue mohawk. Et ils sont après montrer à tout le monde le français là-bas, quand ils s'attaquent. Sauf qu'il y a une grosse pression des anglophones, du reste canadien, qui viennent également dans leur territoire. Puis vous voyez, même Stuart Mailloux est après réapprendre le français. C'est la preuve qu'ils voient, eux autres aussi, ça. Que c'est un danger, cette monopolisation de la langue vers une seule. Puis l'autre truc que je voulais rajouter là-dessus, c'est dans le côté Mont-Royal, pourquoi vous entendez rien, vous ne voyez pas de statistiques de ce côté-là? C'est parce que quand ils font un sondage, ils ne sont pas capables d'obtenir de réponse. Ils ne parlent pas français, ah oui. Ils ne parlent pas anglais. Ah oui. C'est grave, ça, là. Écoute, c'est toujours délicat de parler de remplacement de population. C'est un gros mot, là. Quand tu essaies d'expliquer que certains essaient de vraiment nous tasser, d'arriver à expliquer ça de façon logique et sensée à du monde, c'est très difficile. Mais quand on voit une carte comme ça, là, à un moment donné, il faut que ça allume des lumières. Puis quand un gars comme Jonathan Trudeau, maintenant, qui s'inquiète de l'anglicisation de l'île de Montréal. Il nous dit dans son article que ça fait 10 ans qu'il vit à Québec, puis qu'il ne savait plus que Montréal, il n'était plus au courant de ce qui se passait à Montréal, puis que là, il est venu passer une couple de semaines ici, là, puis il s'aperçoit que Montréal est maintenant anglaise. Puis c'est drôle de voir un peu la fin de son article où il dit « Hey, faudra pas mettre la faute sur les Anglais, mais se la mettre entre nous autres. » C'est à un moment donné, là, il y a des limites à tout de vouloir nous rendre responsables de toutes sortes d'affaires. L'anglicisation du Québec vient de nos voisins anglais, vient de la communauté anglaise de Montréal, surtout les hommes d'affaires, les Montréalers qui ne sont jamais disparus de notre histoire et qui contrôlent toutes sortes d'organismes très importants pour nous rappeler qui nous sommes. Ben oui. Quand tu dis que le Canadien de Montréal, qui est un des éléments identitaires primordial dans l'histoire du Québec, qui a été pris par Molson en 1957, les Molson ont acheté, puis ça, c'était un call aussi là, du Canada anglais,
on ne pouvait pas laisser un des éléments identitaires sportifs entre les mains d'un propriétaire québécois ou autre. Il fallait absolument que ça soit entre les mains d'un Montréalers où on s'assure que la dérive nationaliste que monsieur, le Rocket a mis dans la tête des Québécois. C'est Maurice Richard qui, avec tout ce qui se passait au Québec, a été l'élément là aussi au niveau sportif rassembleur, parce qu'on sait que le hockey, c'est une religion ici. Donc, on nous a enlevé cet élément identitaire-là. Et c'est ça là, qui est spécial. Quand Jonathan Trudeau, il dit « Hey, faudra pas tirer la roche aux méchants Anglais, il va falloir se donner le problème à nous-mêmes, qui respectons pas notre langue, qui la parlons mal, puis on va essayer, là, encore une fois, de nous culpabiliser sur un phénomène qui est essentiellement contrôlé par le Canada anglais, par Ottawa. » Donc, moi, je réponds à Justin Trudeau sur cet article-là que oui, le principal auteur de cette grosse tache rouge-là qu'on a maintenant en plein cœur du Québec, qui va être difficile, parce que même les bleus, tu vois, les points bleus que tu vois autour de l'île de Montréal, pour la plupart, rêvent maintenant à devenir au moins bilingues, puis que le français, on puisse en parler à Saint-Jean-Baptiste puis pendant le temps des fêtes. Mais pour le reste, il ne faudrait surtout pas déranger l'économie qui est anglo-saxonne. Ce que j'avais commencé à dire la semaine passée, c'était l'acadianisation du Québec. Nous faire disparaître comme les Acadiens et nous faire parler un français qui n'a plus de bon sens. J'aime bien le bout de texte. Le français est un folklore. Oui, c'est ça, devenir du folklore. La fierté, désormais, je n'hésite plus à dire que l'heure est grave et je persiste à croire qu'ailleurs au Québec, le français se porte bien, mais que dans notre métropole, il y a urgence d'agir. Mon cher, c'est quoi ton prénom à toi déjà? Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, je vais t'appeler, je vais te donner une information qu'il faudrait que tu prennes dans ton journal, puis tu réécrives un bel article là-dessus. C'est que si Montréal on perd Montréal, on va perdre le reste du Québec parce que Montréal, c'est 50% du Québec. Les statistiques, ça ment pas. C'est le cœur du Québec. Si on devient... puis c'est pour ça il faut vraiment prôner la résistance. On est vraiment à un retour sur l'île de Montréal de la résistance. On est vraiment au retour des années 50 où il fallait speak white. L'affichage anglais. Oui, puis là, l'affichage est encore relativement française, mais l'intérieur est maintenant entièrement anglais. Mettez-vous l'oreille dans les cuisines de toutes les fast-food, McDonald's, AEW, faites-les toutes. Ça parle tout anglais, à moins de rares exceptions. Quand tu vois une cuisine en arrière parler français, c'est vraiment... tu fais quasiment un saut. C'est spécial de voir comment on s'assimile actuellement puis qu'on voit ça comme un grand progrès. Que nos jeunes, en ce moment, sont vraiment très anglophiles, ont très peu conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi, j'ai quand même confiance. Vive la déséducation. Ah oui. Moi, là, je suis certain là, que Passe-Partout, les Teletubbies, tout ce scrap-là qu'on a servi à la jeunesse, plutôt que de leur donner des émissions où on les intéresse avec des sujets d'écologie ou autres, toutes ces émissions-là débilisantes ont porté dans le cerveau. Puis actuellement, le phénomène des cellulaires, j'en fais partie aussi, capte l'attention des gens. Puis là, il y a des messages là, qui reviennent. Que là, si on veut bien travailler dans le web, il faut absolument savoir l'anglais. L'anglais, si tu t'en vas en tel domaine, il faut absolument que tu saches l'anglais. On sait qu'il va y avoir un cours de médecine là, maintenant dans le coin de Gatineau. Le cours qui pourtant se donne au Québec va se donner en anglais. On était tous fiers dans les années 70-80 d'avoir créé nos propres programmes francophones, de vraiment s'assumer. Puis là, on est en train de reculer. Puis on commence à croire que le français est une langue qui peut être pratiquée à la maison, mais la langue de travail, c'est l'anglais. C'est comme maintenant. La religion, quasiment, presque.
Oui, puis c'est exactement, puis j'aime citer ça, l'histoire des Franco-Américains, comment ils se sont assimilés en 3 générations, et c'est un des premiers phénomènes, c'est que là, on commence à se croire, tout le monde, que le français devrait se parler à la maison, mais que sur l'île de Montréal, c'est en anglais que ça se passe. Puis on le voit. C'est quand on s'arrête puis qu'on proteste pas trop, puis on écoute autour de nous, on se promène sur l'île de Montréal, on le voit là qu'on est rendu un folklore. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Une autre preuve. Air Canada, la fameuse société supposée d'État que je vous rappelle, qui a été privatisée en 1988, je me souviens bien, ou 89, qui était supposée être bilingue, rester bilingue. Aujourd'hui, quand vous promenez dans les avions d'Air Canada, puis ça ne sera pas rare que vous allez croiser des personnes qui ne savent pas le français et qui ne vous parleront pas en français. Ils vont s'adresser avec vous en anglais, comme un citoyen de seconde classe canadien. Et on va vous faire savoir que, regarde, moi, je suis pas obligé de te servir si tu ne me parles pas anglais. Ils vont vous le faire savoir, inquiétez-vous pas. Et ils viennent d'obtenir un oui positif, paraît-il, à 90% ou 89% pour le rachat de Transat, qui, je vous rappelle, était 100% québécoise et qui ne se gênaient pas, eux autres, pour vous parler seulement français dans leurs avions. Ils parlaient un peu d'anglais, mais c'était surtout du français. Et qui va être bientôt aux mains de Air Canada, à moins que le bureau de la concurrence dise non, ce qui nous étonnerait beaucoup. Parce que si vous voulez avoir quelques chiffres et statistiques faciles, le Québec avait, avant le rachat de Transat Air Canada, on avait comme transporteur à l'extérieur du Québec un arsenal de transporteurs. Donc, il y était 4 au début, 4 ou 5 transporteurs qui nous permettaient de quitter le Québec vers d'autres destinations. Aujourd'hui, vous avez eu Sunwing, WestJet qui sont rendus effacés du tableau parce que à cause des nouvelles statistiques qui vont donner que Air Canada et Air Transat vont être ensemble, il va tenir un quasi-monopole de 64% de tous les sièges disponibles à l'extérieur en partance du Québec vers l'extérieur. C'est très important, cela. 64%. Donc, ceux qui vous disent « Oh, il n'y aura pas vraiment d'augmentation des billets pour le transport », je m'excuse, des billets d'avion à prix concurrentiel a l'avantage de pouvoir démocratiser le ciel. Et aujourd'hui, il vous reste juste 2 transporteurs maintenant qui vont vous permettre de sortir du Québec. Air Canada, puis peut-être KLM et WestJet qui vont peut-être rester dans notre cours, mais ça, on ne le sait pas. Parce que si Air Canada décide de monter les prix, vous savez comment ça fonctionne, les compétiteurs, des fois, qui sont un peu de façon minoritaire dans le marché, vont avoir tendance à vouloir suivre le gros. Donc, on est dans la merde, pas à peu près. Ils sont après nous fermer, nous fermer de plus en plus vers le contrôle complet de la société québécoise. Puis s'il y a du monde au Québec qui pense que je suis alarmiste, ben c'est parce que soit que vous avez juste 18 ans puis vous ne connaissez pas votre histoire, que l'éducation n'a pas été transmise correctement, ou parce que vous ne nous écoutez pas. Point final. Dites ça à vos jeunes. Parce que, regarde, il y en a qui vont vous parler, je vais sortir mon autre sujet, Carl. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on rêve quand on dit que je veux pas viser une religion plus qu'une autre, OK, Carl? Mais lorsqu'on voit la méthode dont les Québécois observent actuellement la démocratisation du Québec avec de l'immigration incontrôlée afin de pouvoir mieux contrôler la société. On s'attend qu'on fait rentrer ici de l'immigration qui n'est pas compatible avec la nôtre.
de façon massive, qui ne nous permet pas de pouvoir faire comprendre à ces gens-là qui arrivent ici c'est quoi notre but de société. Font en sorte que tu deviens minoritaire sur ton propre territoire. Même si tu voudrais l'expliquer, c'est pas grave, tu es rendu une minorité chez vous. Donc, si tu as 4 personnes dans la maison qui décident de parler d'autres sujets que ce qui est important pour toi, tu vas te faire oublier tout simplement. Donc, c'est rendu que c'est même que les plusieurs grands Algériens qui parlent francophone, qui parlent français, et qui sont qui viennent faire dans le journal, dans l'actualité politique du Journal Montréal. Je vous invite à lire ça. Les grandes entrevues avec nul autre que madame, j'oublie son nom, la madame à côté. Elle dit quoi? Ouda Pépin? Mme Bombardier, voilà. Qui a ramené un article intéressant qui dit « Tu ne peux pas imposer tes pratiques religieuses dans un pays où la majorité n'est pas musulmane. » Et ici, on parle beaucoup du voile et ces histoires-là. C'est ce double tranchant-là à ces problèmes-là. Et j'ai rien contre les musulmans. J'ai beaucoup d'Algériens qui sont des amis pour moi. Mais il y en a qui arrivent ici avec l'idée en partant qu'ils sont des personnes qui doivent s'intégrer dans notre société et qui l'acceptent. Et vous avez une autre catégorie qui ont été programmées par le Canada pour leur dire, tu peux t'en venir au Québec, puis vous pouvez faire ce que vous voulez au Québec. Vous n'avez pas à vous soucier de leur société parce que, après tout, c'est une société molle, puis il faut les remplacer, comme on dit, malheureusement. En passant, je voudrais dire merci à Christian Groux, c'est lui qui nous avait transmis cette photo, cette image avec le francophone à Montréal. Puis le monsieur n'est même pas de Montréal. Il est de Montréal, oui, parce qu'il étudie à l'UQAM, mais c'est un franco-ontarien, ce monsieur, qui vient nous faire la leçon de savoir que le français pourrait disparaître ici. On parle-tu de ton pétrole sale? On peut bien parler de mon pétrole sale, mais pour finir ton sujet, là, ouais, moi, je te dis que on doit réaliser, puis pourtant, là, c'est pas une grosse nouvelle ce matin, on doit réaliser qu'on est hautement minoritaire dans ce pays-là et qu'il n'y a pas une nation qui se sent bien avec ce statut minoritaire-là. Quels que soient les gens là, du côté fédéraliste qui essaient de me faire croire ils partent déjà avec 2 prises contre eux autres quand ils essaient de me défendre l'idée qu'on est mieux géré par un voisin que par nous-mêmes. Malgré tous les défauts qu'on peut nous attribuer, puis qu'on peut s'attribuer entre nous, jamais que vous allez réussir à me convaincre que c'est le voisin qui peut mieux gérer nos choses que nous-mêmes. Donc, là, on commence à avoir une urgence. L'histoire canadienne, depuis 150 ans, a montré une diminution constante de la majorité française vers une minorité hautement. On est rendu à 22 %. Puis là, certains, dans une idée insidieuse, disent « il faut accepter de plus en plus d'immigrants si on veut garder notre pourcentage à l'intérieur du Canada. » Donc, on essaie là d'induire de la population en erreur de toutes sortes de façons pour nous faire oublier l'importance de nous gérer nous-mêmes, de nous assumer, d'assumer nos erreurs. Puis c'est ça que dans un de mes posts que j'ai envoyé sur sur ma page Facebook cette semaine, c'était pour montrer un peu comment Radio-Canada peut travailler dans le silence là-dessus pour détruire notre confiance. La petite fille là qui est au canot-kayak, qui s'est faite prendre, là, il paraît pas elle s'est faite prendre par hasard, là, c'est pas de sa faute, mais en tout cas ça, le futur nous le dira. Mais ça reste que quand elle a gagné des médailles d'or, quand Radio-Canada parlait d'elle, c'était une Canadienne. Puis depuis là qu'elle s'est fait pogner pour stéroïdes, Madame Roy, là, je sais pas tout son nom. Oui, OK, là, oui. L'histoire de l'athlète qui reçoit les vitamines d'entraînement de l'Institut national d'entraînement. Et donc, c'est pas elle qui choisit ce qu'elle mange.
C'est ça. Mais Radio-Canada, dans le temps qu'elle gagne des médailles d'or, c'est la même affaire pour les sœurs Dufour. C'est la même affaire pour notre ministre du Sport, qui a déjà été une athlète canadienne. Ces gens-là là, sont chouchoutés parce que ils viennent porter la feuille d'érable. Ils viennent passer un message que c'est donc beau le Canada, puis on va vous gagner une médaille d'or. Nous jouons tous pour le Canada. Donc, quand ça fait leur affaire, le gouvernement canadien, ils sont tout le temps ouverts aux Québécois, puis ceux qui sont prêts à embarquer dans la gamique, même s'ils n'en sont pas très conscients. Mais quand ça marche pas bien, ils sont capables aussi, d'une façon très insidieuse, de se séparer de la nouvelle. Comme là, elle a été accusée de stéroïdes. Là, Radio-Canada, c'est plus une athlète canadienne, c'est maintenant l'athlète québécoise qui s'est fait pogner pour stéroïdes. Donc, c'est très insidieux. Puis encore une fois, Radio-Canada puis les médias de masse ont travaillé. Hein, ils doivent défendre l'unité canadienne, sinon on leur enlève leur permis de diffuser. Le CRTC, c'est une des conditions pour que tu aies ta licence, que tu défendes la beauté de ce grand pays-là. Donc, on est minoritaire, hautement minoritaire. On n'a plus rien à tirer d'une dépendance canadienne. On a tous les avantages maintenant, puis tous les arguments, puis Legault est en train de nous le démontrer un sujet à la fois, qu'il existe maintenant un grand fossé entre le Canada anglais et nous autres. Et là, c'est le grand temps qu'on y sorte, qu'on en sorte. Je vais en profiter pour regarder les commentaires. Oui. Parce que je t'apprends les oublier dans mon histoire. Parce que ce matin, je vais aller rejoindre Martin-Joseph Lamontagne. En fait, tu ne seras pas avec moi, mais je vais être là-bas dans la même zone que lui. On va aller voir au Bloc québécois ce qui se passe. Et il y a un grand événement aujourd'hui au Bloc québécois pour le... Je me souviens bien, je vais juste regarder mon calendrier. C'est bien aujourd'hui, Martin! En tout cas, il va nous le dire si c'est aujourd'hui, il va me confirmer ça, parce que des fois, j'ai des problèmes avec mes dates. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Le problème, c'était pas Ken, mais surtout Jean Granger qui était le problème ici, dans cette émission-là, il paraît. Et il pense que... Il y a de Cactus qui dit que Alexis a un peu la peau sensible. Moi aussi, je trouve qu'il est un peu sensible pour avoir lu quelques morceaux de bride de ce qui s'est dit. On sait que 90% de l'émission complot sur le FLQ est bonne, mais les conclusions et le jugement sont bourrés de préjugés que M. Pereira a dit est purement de la merde sur son analyse finale. C'est ce que Martin nous dit sur ce que lui a écouté. Il l'a écouté au grand complet. Il y a Cactus qui nous dit qu'une des meilleurs épisodes de Complot Inc. Effectivement, s'il a fait 90% de l'émission avec les faits, effectivement, c'est une bonne émission quand on est capable de condenser ça tout sur la même affaire. Ah, il y a notre ami de la Fondation Québec qui est là, qui dit que Kenny s'intéresse à tout coup à la crise d'octobre, alors qu'Alexis, 50 000 vues, bien entendu. Il tombe dans le dossier secret déclassifié de la maison de son ami Benoît Perron qui est mort. Ouais, on ne voit pas le reste du texte, qui est blablabla. Donc, ça c'est beau, ça, je laisse tomber ça. Martin, ça fait des commentaires qui ne servent à rien. Voilà. Bon, moi, c'est Gilbert Thibodeau, merci. Gardez à l'esprit, mes chers amis, c'est Hot Cactus, je vous dis ça, que le Complot Inc., ce n'est qu'une émission de divertissement. Un peu comme le show de Guy Dantel. Il ne faut pas tout prendre au premier degré. Qu'est-ce qu'on va chercher ici? Va falloir que ça endurcir un peu, mon cher Alexis. Je reviens. Ah oui, c'est ça. Bon, il termine son texte, Monsieur Fondation Équipe Québec. Je présume que ça, c'est Stéphane qui est derrière ça. La commission Charbonneau, les documents confidentiels de la commission Charbonneau qui casse les syndicats, là où les documents secrets dans une boîte de son ami qui est décédé nuisent à Alexis. Voilà.
C'est pour ça que ça deviendrait de là la fameuse... toute l'information de merde qu'il y a sur son dos. C'est terrible comment le français disparaît dans la région de Montréal. Ça, c'est Chantal Marquis. Bon matin, hein, Chantal Marquis. Linda Lalage, qui est pas loin, qui dit « On se fait envahir carrément et la décrépitude nous guette, effectivement. » Il y a Sophie Durocher qui avait parlé sur Queb Radio qu'elle a été dans un resto mexicain et personne ne voulait parler en français, alors qu'elle est sortie, a été ailleurs. Bravo, bravo Sophie Durocher. On te dit bravo. T'as une pétoche Lafonte, la première fois que je vois ça. Appelez ça un génocide, point final, qui dit l'art de faire de la guerre sans tirer un coup de feu. Oui. On est loin, bien loin d'Expo 67. C'est bien dit ça. Montréal est déjà perdu, mon Jean-Marc. Bon, d'accord. Montréal, c'est pas 50%. Ah non? OK, c'est combien de pourcentage, Montréal, sur le Québec? Je suis certain que c'est un gros pourcentage. Il faudrait que le PM Legault se préoccupe davantage de ce qui est vraiment inquiétant. Ça, c'est un petit point que je suis obligé d'admettre, mon cher François Legault. Il faudrait que tu t'occupes plus de la vraie chose. Ça va. Là, la marche en Suède, c'est juste pour répéter la même recette qu'on est après faire. Tu voulais dire quelque chose, excuse-moi? Non, continue. Je vais le laisser finir. OK, c'est bon. On va laisser tomber ça. On devrait jamais permettre aux gens extérieurs de venir faire la loi chez nous. Effectivement, ça, Linda, c'est un bon point, c'est ce qu'on disait. On devrait... Puis l'article, d'ailleurs, dans le Journal de Montréal, c'est exactement ça que ça dit. C'est quand tu es bienvenu dans un nouveau pays, tu te dois de respecter ce pays et tu te dois vivre avec les gens qui sont là et non te fier à ce qu'on t'a dit. C'est là qu'il est important de bien t'informer et de bien juger le caractère des gens. Mais comme on est tous mous et que Montréal est déjà perdu, le monde s'imagine à 27 qui sont déjà dans un état anglophone et autres. Le français, n'est qu'une minorité. Oui, c'est ça. On sait que les médias, ça contribue beaucoup à la controverse. Et ils sont déconnectés de la population, ça fait très longtemps. Et voici un exemple flagrant, effectivement. Monsieur Bernier a raison, quoi qu'on en dise. C'est Linda Lalage qui vous dit ça. Oui, c'est aujourd'hui, à 13h. Et PKP sera là. Oh bon, PKP, pas créé, je bave. C'est ce que Jean-François... pas Jean-François, mais Martin-Joseph Lamontagne. Bon, ben, je vais être là-bas avec les caméras, mon cher. Et Martin, tu n'auras pas le droit, parce que tu es officiel. Il y a juste moi qui ai de la presse. Toi, tu fais pas de partie de l'Infocité là-bas. Là. Notre meilleur choix de consolidation, c'est quoi? C'est M. Bernier, selon Hot Cactus. Ça, j'en ai un doute parce que pour avoir jasé avec Bernier, le monsieur voit encore le Canada comme étant la solution. Et je ne suis pas d'accord, pas en tout. Jean Granger se moquait continuellement d'Alexis et bien avant l'émission du studio. Effectivement, ça c'est vrai, ça je l'avais entendu parler. Gardez à l'esprit que ce sont des émissions de divertissement de marde. On n'apprend rien dans leurs émissions. J'espère qu'en traitement exécutif, tu penses que nous autres, au moins, on apprend quelque chose de réel, solide. On n'est pas juste des clowns. On ne vit pas tous une immigration de masse, surtout pas à Québec, effectivement. Québec, eux autres, veulent s'angliciser. Ils veulent devenir des beaux Canadiens. CPKP nous promet un combat à finir avec le fédéral. Je veux bien embarquer. C'est ce que Hot Cactus dit. Je passe le message. Si je le crois, j'y passe le message. Parce qu'on sait très bien que le Bloc ne prendra jamais le pouvoir. Mais s'ils prennent la balance du pouvoir, ça peut faire mal en tabarouette. Et il faut juste un bon momentum pour pouvoir parler de notre combat.
Donc, j'étais rendu où, Carl? J'ai oublié ma liste, là. Ah oui. OK, non. Écoute, j'ai écouté les commentaires, puis une des choses que je retiens, c'est, on s'en est déjà parlé aussi, c'est la paix linguistique. S'il y a eu des critères dans les années 60-70 pour qu'on arrive à une paix linguistique, on dit souvent que c'est la loi 101 là, qui va venir rétablir la paix linguistique au Québec. Et là, depuis ce temps-là, plusieurs nationalistes et analystes sociologues du Québec nous parlent tous des bienfaits de la loi 101. Oui, ça a eu des répercussions positives, mais ça l'a pas, malheureusement pas. Puis elle a été attaquée beaucoup par le fédéral. Hein. Quand Jonathan Trudeau nous dit qu'il ne faut pas mettre la faute sur les Anglais, où est venu les attaques, si c'est pas de l'ouest de l'île et du Canada anglais, commandités par des riches au pouvoir à Ottawa. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus? Oui, la paix linguistique. Puis là, c'est ça, Jonathan Trudeau, là, c'est le coupable là-dedans, c'est le Canada anglais, c'est pas nous autres. Puis la paix linguistique, tout ce qu'on nous a dit dans les années 70, maintenant c'est correct, on a pu on a rétabli la paix linguistique parce qu'on sait que dans les années 50, 60, 70, ça a brassé au niveau de la langue pas mal plus qu'aujourd'hui. Puis on voudrait surtout pas que l'escalade, qu'on retrouve l'escalade qu'on a vue justement dans ces années-là. Mais chose certaine, tout ce qu'on a voulu apaiser avec la loi 101, puis toutes les inquiétudes qu'on avait face à la disparition de notre culture, on peut maintenant comprendre que ça a eu très peu d'effet. Que l'île de Montréal, malgré cela, en l'espace de 25 ans, c'est Jonathan Trudeau qui nous le dit dans son article, lui, c'est en l'espace de 10 ans qu'il a vu le changement. Donc, il y a eu un changement drastique depuis le référendum de 95 et on vit véritablement, on doit mettre fin à la paix linguistique. Il doit y avoir là des gestes qui vont lancer un message fort sur l'île qu'on veut que ça se rétablisse, puis on le sait que ça se rétablira pas par les locaux. Parce que les locaux, maintenant, sont majoritaires. Si on s'attend à ce que la gouverne à Montréal change par l'intérieur, c'est impossible. Donc là, Legault n'a pas voulu mettre un pied dans le nid de guêpe cette semaine en disant qu'elle n'allait pas réduire le nombre d'élus, même si on sait que le reste du Québec, là-dessus, on observe bien, puis on aimerait bien que Legault vienne mettre ses grosses pattes nationalistes dans la ville de Montréal. Mais c'est un gars qui est très stratégique, Legault, puis il annonce peut-être ses couleurs, puis il lance des débats. Et la même chose qu'il a fait avec les médias de masse qui sont sur le bord de crever, là, de Capital Média. Il dit aux gens, abonnez-vous si vous voulez les garder. On va mettre 5 millions en attendant, là, mais demandez-en pas plus après. On ferme ça s'il n'y a pas assez d'abonnements, s'ils ne peuvent pas survivre par leurs abonnés. Donc, là-dessus, Legault il se garde tous ses cailloux dans ses poches. Puis moi, je trouve que côté stratégique, il est très, très fin. Et dans le cas de l'île de Montréal, comment réussir à rentrer dans ce paquet rouge-là que tu m'as montré tantôt? Comment réussir à re-québécoitiser cette région-là sans passer pour de hauts racistes puis de nazis? Donc, il va falloir, y aller par la culture. C'est très, très difficile de vouloir angliciser l'île de Montréal si on est allumé sur ce sujet-là. Moi, je pense que, entre autres, ce que M. Nantel nous fait paraître, de ce que tu nous as montré sur la carte géographique, là, tous les points rouges puis oranges, c'est des gens qui sont de culture autre que québécoise. Et on sait que le Québec est une terre de passage. Donc, ceux qui viennent suivre des cours à McGill, ceux qui viennent s'instruire puis qui prennent aucun contact, parce que ça existe. Sur l'île de Montréal, il y a des gens qui savent même pas qu'est-ce qui se passe dans le reste du Québec. Même des Montréalais de souche le savent pas. Fait qu'imaginez celui qui arrive qui est ici depuis 2 ans, qui a juste parlé anglais ou l'hindou avec sa gang. Il nous connaît très peu. Puis ce gars-là ou cette fille-là risque, une fois qu'avoir fini l'université, s'en aller à Toronto ou à New York ou ailleurs. Mais ce qui est plate là-dedans, souvent, c'est qu'on garde les moins efficaces. Hein? Quand on parlait au Québec de l'exode des cerveaux,
Hein, les gens les plus instruits vont souvent travailler à l'extérieur du Québec. J'en ai dans mon groupe de gars qui ont fini le secondaire 5 puis de filles. J'en ai les plus forts. Il y en a qui ont été travailler au Texas, d'autres. Donc, le phénomène chez les immigrants, c'est la même chose. Les plus brillants quittent parce qu'ils n'ont aucun lien avec notre culture. Puis nous autres, on essaye de faire avec ce qui reste. Et donc, on va... c'est pour ça aussi, quand ils nous disent que la diversité enrichit le Québec, l'autre chose que j'ai entendue de la part de certains Canadiens anglais, c'est qu'ils s'occupent de l'immigration. Ils vont souvent garder les ingénieurs, les médecins de leur bord à Toronto, puis ceux qui sont moins employables, ils nous les envoient au Québec. Il y a vraiment c'est peut-être un préjugé, j'ai pas l'information est pas mes sources sont pas c'est juste ça sur du bouche à bouche, mais chose certaine, quand j'apprends qu'il y a au-dessus de 60 sur les arrivants qui sont arrivés depuis 10 ans là, il y en a plusieurs qui vivent encore de l'aide sociale. Puis que j'ai des grands lucides là, qui nous ont dit qu'on n'avait plus les moyens il fallait remettre le Québec au travail, puis qu'on nous parle de pénurie de main-d'œuvre. Essayez donc de vous occuper de ceux qui sont arrivés ici en ce moment, puis on va parler d'en accueillir d'autres. Voilà. Ouais, la fameuse carte, je vous la représentais pour que vous sachiez la référence. Donc, j'étais... Ça jase en masse dans la salle de clavardage. Il y a Martin qui est revenu répondre à quelques points qu'on a dit que Linda. Il y a Linda qui me disait que j'avais... Non, Chantal, excuse-moi, qui disait que j'avais mal compris ses commentaires. Je m'excuse, ça couche que je lis en diagonale, tu as bien compris. Mais ce qu'elle nous sortait ici, c'était pas elle qui l'a dit, ce que j'ai rapporté tantôt. Parce qu'on ne vit pas toute la même immigration de masse, surtout pas à Québec. Mais il y a lieu de s'affoler. C'est M. Letellier du SAAI qui nous disait ça dans un article du Journal de Montréal concernant les affiches anti-immigration de M. Bernier. C'était ça le commentaire. Il y a Linda qui dit Bernier est bien plus fort que l'on pense et les médias n'en parlent pas car ils ont peur de lui. Ça, c'est un point que je suis obligé de donner, Martin, à Linda, à connaître les systèmes de publicité des agences de presse. Je ne serais pas surpris que ceci serait une vérité. Mais le vrai sondage, ma chère Linda, va se tenir le jour de l'élection. Tout le reste, ce n'est que la spéculation. Voilà. En 2006, le Bloc québécois a mené la charge pour rendre la prestation pour les enfants non imposable. Les parents ont ainsi gagné des centaines de dollars de plus par année. C'est vrai, ça, Martin. Le Bloc québécois a son utilité à Ottawa, mais faut juste qu'il fasse partie d'un plan global qui peuvent servir. Ça peut aider le Canada, tant mieux, à mieux être canadien, mais il faut qu'on vise d'abord les Québécois, la société québécoise. Oui, j'étais rendu là. On vient juste de vous parler de ça. D'ailleurs, parlant du reste du Canada, notre cher, on va le dire en anglais, beloved country, le Legault est après virer de bord, il paraît-il, sur le sujet de la péréquation dans l'article de Michel Girard du Journal de Montréal. Au cours des 5 derniers exercices financiers 2014, 2015, 2018 à 2019, le gouvernement du Québec a accumulé 21 milliards de surplus budgétaire, mais sans la péréquation fédérale. C'est important à savoir. Et le Québec aurait bouclé ces mêmes années dans le rouge foncé en plus. Et alors que les 5 années financières du Québec, lors de ces 5 dernières années financières du Québec, a reçu de la part du fédéral une somme de 51,7 milliards de péréquation, paraît-il. C'est ainsi que le rapport de péréquation de le Québec ne serait retrouvé dans le trou d'une trentaine de milliards au cours de la dernière période publicitaire. Pas période publicitaire, mais budgétaire. Si
si on n'aurait pas eu la péréquation. Ça, c'est Michel Girard qui sort ça. Donc, M. Legault-Pelletier qui serait obligé de faire de l'humilité lorsqu'il il était dans l'opposition et reprochait au gouvernement de Couillard sa dépense envers la péréquation. C'était une défense, en fait, pas une dépense. Et il se vantait que dans le futur d'un gouvernement de la CAQ, ils allaient enrichir le Québec au point de ne plus avoir besoin de la péréquation pour arrondir ses fins de mois. Donc, un article qui est bien plus grand que ça, mais grosso modo, ce qu'ils disent ici, c'est que Legault va être obligé de virer de bord parce que là, le gouvernement fédéral aurait trouvé une méthode de faire en sorte que le Québec n'a pas le choix de recevoir de la péréquation pour continuer à survivre parce qu'il nous empêche d'exporter de l'électricité. Il nous empêche de faire affaire directement avec l'étranger. Et il essaie de bloquer tous les projets qui feraient en sorte que le Québec pourrait s'enrichir quelque part. Et ils font très bien leur job au fédéral afin que tu deviennes une esclave de leur système. Et même si toi qui ferais les plus beaux bateaux, les plus gros bateaux au monde, puis ça a été prouvé à plusieurs fois, on va quand même donner les enveloppes budgétaires ou aux petits amis du pouvoir. Bon, j'ai pas donné de nom, mais vous savez de quoi je parle. Et, vas-y. C'est ça que ça coûte, la dépendance canadienne. Voilà. C'est ça qu'il va falloir développer. Il va falloir développer ça comme il faut. Puis là, avec l'actualité, là, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas de viande à se mettre sous la dent. Là. C'est vraiment énorme. Le projet de l'oléoduc va nous propulser là, dans un argumentaire fort riche qui en rebondissement. Puis je pense qu'il y a des gars comme Jason Kenney qui sont habitués à une rhétorique très peu recherchée de la part du Canada anglais. Quand tu as soumis un peuple puis que tu peux faire ce que tu veux avec, mais qu'à un moment donné, il se réveille, puis qu'à un moment donné, là, c'est assez de rire de nous autres. Cet article-là là, sur la péréquation, je vais la reprendre. Je l'ai envoyé à Jean-Jacques Nantel, je l'ai envoyé à René Ricard. Parce que ce que dit le journaliste là-dessus, en partie, là, il démontre des chiffres qui sont véridiques. Je ne remets pas en question ces chiffres-là, mais le cadeau, là, quand tu finis de lire l'article, tu es certain là, que le Canada anglais là, nous en a donné plus qu'on en a reçu. Mais qu'on leur en a envoyé, excuse. Et ça, pour moi, il faut vraiment démystifier ça, là. Quand le fédéral achète l'oléoduc qui se rend à Vancouver pour 4,5 milliards, ben là-dessus, il y a 1,4 milliard que c'est le Québec qui paye, puis qu'il n'y a aucune, comme telle, aucune retombée face à ça, à part que de payer pour nos voisins. Et ça, on pourrait multiplier ça là, par plusieurs milliards, qui nous permettrait de voir que comment peut-on dire cette année qu'ils nous ont donné 13 milliards quand on sait qu'il y a une partie là-dedans que c'est nous-mêmes qu'on a payé. Donc, on baisse déjà le chiffre. Là, on dit que le Québec donne environ 60% du montant qu'il nous redonne. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais Carl, il reste 40% quand même. Et le 40%, il est facile à démontrer comment que le gouvernement fédéral investit de l'argent, de notre argent, un peu partout dans le reste du Canada sans qu'on ait un contrôle là-dessus. C'est simple, on ne peut pas donner de l'argent à d'autres quand c'est pas toi qui décide. Il me semble que c'est un principe en affaires, ça, qu'il n'y a pas un homme d'affaires qui serait prêt à investir dans quoi qu'il n'y a pas un contrôle sur les décisions. Ça n'a aucune espèce. Et là, on nous remplit de mythes que le Canada, quand tu finis de lire cet article-là, tu es certain qu'en dedans de 10 ans, le Canada nous a donné au-dessus de 30 milliards. Puis quand il dit le Québec aurait des déficits dans le rouge foncé, ben là, c'est sûr que tu veux rester dans le Canada. Tu es certain qu'ils veulent nous donner, qu'ils nous donnent la mer à boire. Ça là. Il faut détruire ce mythe-là, expliquer à ce journaliste-là, j'espère que Jean-Jacques Nantel va le faire, j'espère que René Ricard va le faire aussi, de décortiquer comme il faut cet article-là. On ne peut plus en laisser passer. Pascal Bérubé, là, qui lit son journal de Montréal seulement à tous les matins, qui veut répliquer là, à l'argument de la péréquation, doit prendre cet article-là, puis la décortiquer, puis me faire un discours ou une vidéo là-dessus. C'est les souverainistes là-dessus, on a laissé le champ libre à nos adversaires pour nous les faire passer pour des Pères Noël. Puis ça n'a pas d'allure. Il faut changer ça absolument.
il faudrait quand même que le Québec respecte le pétrole de l'Ouest, mon cher Carl. Parce que grâce à ce corridor énergétique, Andrew Scheer pourrait aussi permettre l'exportation d'hydroélectricité du Québec. Ah voilà, puis là, je vais leur expliquer une fois ce matin, tranquillement. Puis si le pétrole, en ce moment, se vend 60$ le baril. Il en passe, puis ça, c'est au prix mondial, le seashore. Là. Si tu réussis à le rendre en mer, puis que tu peux le livrer partout dans le monde, on va te le payer 60$. On sait que les méthodes d'extraction en Alberta coûtent plus cher que n'importe quel autre dans le monde. Ça prend 10 litres d'eau pour faire 1 litre de pétrole. Ils doivent le chauffer absolument pour enlever le sable dedans, ce qui est très polluant. Puis ce qui donne, ça leur coûte là, à peu près 10$ le baril là, pour le traiter, plus que les autres. Pour faire des chiffrons, OK? Je peux me tromper de quelques dollars. Les Albertains vendent leur pétrole par oléoduc aux Américains à rabais entre 20 et 40% parce que le pétrole, ils sont pas capables de le vendre ailleurs. Donc, les Américains le savent et l'achètent aux alentours. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils payaient de temps en temps 10$ le baril. Donc, c'est pas cher parce que, malheureusement, ils sont pognés avec. C'est ça ou bien ils n'en vendent pas pantoute. Puis là, l'Alberta a réussi à se trouver un tuyau vers l'Ouest canadien, très, très critiqué lui aussi. Rappelez-vous que les gens de la Colombie-Britannique ont boycotté le bœuf albertain, justement en réaction face à l'oléoduc qui voulait leur passer dans leur cours. Et là, ils se retrouvent avec le même problème à l'Ouest, c'est que là, ils veulent, donc à 60$, s'ils coûtent 10$ de plus, ils ont absolument besoin d'un corridor gratuit. Ils doivent trouver une idée pour le passer dans le Québec de façon gratuite. Parce que sinon, le pétrole est non rentable. En ce moment, à 60$, même si on a un oléoduc, même s'ils l'ont gratuitement, il ne sera pas rentable pour l'Alberta. Il faut que le pétrole se vende au-dessus de 75$ le baril. Hein? Ça change tout le temps, là, tout dépendant des dépenses et tout. Mais donc, en ce moment, l'Alberta pompe en déficit du pétrole. Donc, puis là, ça leur crée, bien sûr, des problèmes financiers. Puis là, ils essayent de trouver, ils mettent la faute sur les autres. Et le Québécois, c'est la cible parfaite pour un politicien qui n'a pas pris ses responsabilités de se redonner pour se rendre populaire au Canada anglais. Et là, c'est Jason Kenney qu'on va suivre dans les prochaines semaines, qu'on va suivre avec Scheer, qui va essayer, là, si tu regardes ça au niveau affaires, et là, j'incite là, François Lambert, j'incite là, tous les gros hommes d'affaires à essayer de regarder le dossier du pétrole puis de réfléchir sur la partie du Québec. Comment on pourrait négocier ce passage-là avec les Anglais parce qu'ils l'ont dans la tête, ils l'ont pas dans les pieds, puis ils veulent nous le passer. Donc, inévitablement, il faut leur charger un prix. Puis le prix du baril, moi, je vous le dis tout de suite, il va osciller aux alentours de 20$ le baril. Ce qu'il faut imposer dans les négociations, c'est de dire, OK, le Canada, vous allez le passer de toute façon, vous allez vous servir de la Fédération canadienne, vous allez vous servir de Jonathan Trudeau, vous allez vous servir de Christian Dufault, puis tous vos amis journalistes pour nous le mettre dans la gorge de toute façon, puis on le sait qu'on va l'avoir. Puis donc, il faut négocier un prix. Et c'est là que les Anglais vont être beaucoup moins... ils vont vouloir beaucoup moins d'en passer un oléoduc parce qu'ils vont le calculer, le prix qu'on va leur charger, puis ils vont voir que ça va être non rentable. Tant que le baril de pétrole ne sera pas à 80-90$, bien, l'oléoduc, on va s'apercevoir qu'il est déficitaire, autant pour le Québec que l'Alberta. Donc, il faut là, sortir là, de la logique canadienne pétrolière qui veut sortir son pétrole de l'Alberta coûte que coûte. Puis il ne faut pas embarquer là-dedans. Les Anglais, en ce moment, ne voient juste que le signe de pièce. Ils ne voient rien d'autre, ce qui les rend très vulnérables au niveau électoral en ce moment, parce que s'ils savaient l'impact que ça fait au Québec en ce moment d'essayer de nous l'imposer, sans essayer de nous l'expliquer ou en changeant les mots, bien, ils risquent de se retrouver avec une crise. Puis ça, c'est grâce au nationalisme québécois que ça va se faire. Si on réussit à développer un sentiment nationaliste face à ce projet-là, ça va faire un peu comme dans le reste de l'histoire, où les leaders qui ont rassemblé la population québécoise vers des gros sujets, on a vu là, qu'on était capable d'être solidaire. Même si en ce moment, on essaie de nous diviser puis nous faire peur, l'oléoduc, en plus
Ce que le mouvement souverainiste n'a pas fait depuis 25 ans, s'occuper de la jeunesse. Le dossier environnemental risque de nous les amener par la porte d'en arrière, puis essayer de développer aussi un Québec vert, énergie verte, qui va donner l'exemple au reste de l'Amérique du Nord-Est. Et voilà. C'est tellement ça que ça voulait dire, en grosso modo. Quand Scheer veut nous passer des idées comme ça, moi, j'ai entendu, je ne sais pas qui en avait parlé, mais j'ai entendu cette semaine quelqu'un qui tentait de nous dire que finalement, l'idée n'est pas si mauvaise parce que ça nous permettrait de sortir le pétrole québécois, pas le pétrole, excusez-moi, l'électricité canadienne. Et il faut vraiment regarder si c'est vraiment profitable parce que c'est vraiment c'est à deux tranchants, cette histoire-là. Il y en a qui pensent que si on réussit à exporter notre électricité, on va permettre au reste du Canada de devenir plus vert. Et ainsi, j'ai même entendu une analyse qui disait si le Québec réussit à faire l'exportation de son électricité dans ce corridor-là, c'est ceux qui vont être gagnants parce qu'avec les années, le pétrole va être en diminution. Ben, je peux vous dire que la mafia pétrolière ne se laissera pas faire. C'est ce que je vais vous répondre. Non. Même si nous autres, même si le mois dernier, on a encore eu une hausse des ventes de 27% de voitures électriques au Québec, c'est beaucoup grâce aux subventions, bien entendu. D'ailleurs, c'est le meilleur moment pour vous en acheter une, si vous voulez vous en acheter une. C'est quand même une possibilité qui fait en sorte que la voiture électrique, avant qu'elle prenne suffisamment de marché pour pouvoir justifier de se remplir le carburant de votre véhicule en électricité, est encore loin, pas mal loin. Mais je suis content quand même que 27% d'augmentation a eu lieu. J'ai hâte de voir les petites camionnettes sortir enfin pour pouvoir en avoir une aussi. Il faudrait même modérer les propos. Ouais, bon, ouais, ça chiale là, dans la salle de clavardage. Gabriel Sainte-Marie, économiste, fait juste cela, dénoncer les paradis fiscaux. C'est vrai, ça. Les criminels en cravate. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, avez-vous remarqué que le Bloc québécois a persuadé le gouvernement de retirer des billets de 1 000 $ qui leur servaient à blanchir de l'argent? Hein? Avez-vous vu ça passer? Moi, je suis tellement malheureux qu'il ait fait disparaître le billet de 1 000 $. J'aimais ça, moi, on va ça dans mes poches. Aïe, aïe, aïe. Regarde le vieux riche. Ah oui, j'ai oublié de montrer cette photo-là, Carl, pendant que tu parlais. On parlait tantôt de la carte du Québec. Bouge pas, je vais la remettre sur là, ici. On a oublié totalement de montrer cette affiche qu'il ne faut pas sortir à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection. C'est hey les boys, allez voter. Car eux, ils vont voter. Ils se lèvent le cul pour aller voter pour le PLQ et contre la charte. Et c'est un truc... Bon, je ne miserai pas 100% à ça, mais effectivement, eux autres, quand on parle d'eux, on parle ici de l'immigration. Si vous ne comprenez pas le message, c'est ça. Il faut faire comprendre aux gens d'aller se lever le cul, surtout aux jeunes, d'aller aller voter. Tu voulais nous parler pas d'un sujet, mais pas un article. Comment tu appelles ça? Une émission, voilà. Une chronique de société, culture et société. Le nationalisme, le droit du sang. Tu en avais pas mal beaucoup à nous parler là-dessus. Tu voulais-tu faire passer un bout ou... Oui. Oui, ça serait le fun. Je te dirais, oui, parce que ce que traite Philippe Plamondon puis son invité, là, que j'oublie son nom, on va le savoir là, quand on va l'écouter. On va écouter une petite partie. Le droit de sol et le droit de sang. Puis moi, j'en ai parlé souvent, puis lui, là, vient nous faire réfléchir sur ce sujet-là, à savoir, là, à travers le monde, là, comment on donne une citoyenneté, comment... on y va par quelle logique? Le droit de famille, qui est le droit du sang, ou bien le droit du territoire, c'est-à-dire celui qui déménage, ben devient automatiquement membre de cette société-là. Donc, il nous fait réfléchir beaucoup là-dessus, et il nous donne le cas, entre autres, du Japon. Ne devient pas citoyen japonais qui veut.
Et eux, c'est vraiment le droit de sang là, qui détermine la citoyenneté. Ils donnent aussi là-dessus là, des communautés comme l'Autriche, les Autrichiens. Très, très... je vous laisse l'écouter, puis je vous reviens là-dessus par la suite. Sébastien de Crève-Cœur et Philippe Plamondon sont les deux animateurs de cette web-série. C'est les copains de chez Nomos TV qui ont fait ce vidéo-là. Très intéressant, M. Plamondon et M. Sébastien Crève-Cœur sur ce sujet. Là, je vais essayer de vous envoyer un petit morceau de l'émission. L'introduction, t'es. Oui. Oh boy, excusez-moi. J'ai totalement oublié de virer de bord le son. Bon, ben ça passera pas. C'est ce que ça veut dire. Bon, je ne pourrais pas vous le faire, ça va être trop loin à vous le faire, mais de façon générale, ce qu'on nous dit ici, c'est la diversité de la nationalisme du Québec. Et on nous parle ici de beaucoup de morceaux d'histoire que le Québec a eu lieu, et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et c'est ce que le Monsieur Crève-Cœur explique avec son expérience de ce que c'est que le gouvernement du Canada et les examens qu'il faut passer. Puis la différence entre nous et le gouvernement français, par exemple. Écoute, c'est très intéressant de quoi qu'il parle. Il nous fait réfléchir sur des concepts qui nous permet de voir là, comment au Québec on devrait comment approcher le sujet de la citoyenneté. Parce qu'on sait que le gouvernement Legault là, veut donner des tests de valeurs québécoises pour accepter la citoyenneté canadienne en terre québécoise. Et Philippe puis M. de Crève-Cœur nous explique, en tout cas, amorce une réflexion. Et en nous parlant là, du concept de droit de sang et droit de sol, et il nous les compare pour mieux comprendre là, comment est gérée les citoyennetés à travers le monde. Et moi, je suis quelqu'un qui prône absolument, Jean-Marc, compte tenu de la fragilité de la culture française en Amérique, qui est maintenant rendue environ à 6 millions sur un bassin d'au-dessus de 300 millions, qu'on doit se doter là, d'outils. Et une des principales là, qui nous protégerait encore plus, c'est le droit là, de citoyenneté. C'est-à-dire qu'on doit enlever ça absolument du gouvernement canadien. Et là, j'invite tous les chercheurs, les historiens, les sociologues, ça va être très facile à faire, de faire une récapitulation de l'histoire canadienne en matière d'immigration et comment s'est servi les Britanniques et les Canadiens anglais, comment ils se sont servis de l'immigration, pour refuser la québécoise, hein, c'est-à-dire que les 1 million, là, de 1870 à 1930, essentiellement qui venaient des régions, des campagnes de familles d'agriculteurs, il y a 1 million de Québécois qui ont quitté vers les États-Unis. Pendant qu'au même moment, le Canada se développait à l'ouest canadien. Donc, je vais pouvoir, je pense, présenter le début de l'émission pour mettre la table. Je vais réessayer ça. Dis-moi s'il y a de l'écho. Vas-y. Ah oui, Bienvenue à Culture et Société, ici Philippe Plamondon et je suis accompagné de mon ami Sébastien de Crève-Cœur. Aujourd'hui, la capsule porte sur le nationalisme, la nation et la citoyenneté. Tout de suite, partant, on va se donner une définition. Hein. Il y a 2 modèles de nation. Hein. Le modèle plus traditionnel, appelons-le comme ça, et le modèle qui est un espace républicain, hein, qui vient plutôt de la Révolution française ou de l'époque. Espace républicain contractuel à laquelle peut s'agglomérer des individus, des atomes. On le connaît ici avec le nationalisme civique. Hein. Bon, évidemment, c'est un espace qui est dépourvu de profondeur historique, disons-le comme ça. C'est aussi un espace qui est défini par l'adhésion contractuelle à un certain nombre de principes. Bon, on l'a au Canada, hein, c'est-à-dire que l'immigrant qui arrive au Canada signe une espèce de charte des valeurs un peu abstraite.
En France, on parle des valeurs de la République. Bon, c'est un peu débilisant, c'est un peu des termes valises qui ne veulent pas dire grand-chose. Tandis que l'autre modèle, qui est un modèle de nation beaucoup plus traditionnel, c'est-à-dire enraciné, je l'ai précisé que l'autre modèle est dépourvu de profondeur historique. Là, ici, en fait, c'est l'inverse. C'est qu'il n'y a aucune contradiction entre l'enracinement et la nation, c'est-à-dire que c'est un modèle enraciné de paroisse, de région, d'ancêtres, beaucoup plus traditionnel, finalement. Ça renvoie d'ailleurs, finalement, au terme même. Parce que si on regarde un peu l'étymologie, on fait ça un peu à chaque fois, le terme même de nation vient du latin nascere, qui veut dire naître. Donc on voit bien que dans le mot même de nation, il y a cette idée d'être... D'un lieu d'une naissance commune. Oui, c'est-à-dire que c'est un territoire avant tout, mais, et c'est là où tout de suite on voit que ça se complique, ou en tout cas ça se complexifie dès l'étymologie même du terme, c'est que en grec, le terme qu'on emploie pour désigner cela, c'est ethnos, donc l'ethnie, qui désigne tout à la fois la nation, mais aussi le peuple, le groupe d'individus qui appartient à un même ensemble. Donc, dès le départ, dès l'étymologie, on voit qu'il y a cette idée, qui est donc présente depuis l'Antiquité gréco-romaine, d'une espèce de dualisme entre à la fois le fait que la nation soit l'espace où on est, et donc on va. Je pense que ça donne une bonne idée de ce que c'est le début de cette émission-là. Je vais... bon, c'est ça. Je pense qu'on a assez intéressant. dit... C'est très intéressant parce que ça vient me faire réfléchir beaucoup là, sur ce qu'on va réfléchir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que cette question-là est trop importante. C'est-à-dire que la citoyenneté, là, à travers le monde, c'est différent. Comment on accorde la citoyenneté à un individu qui arrive dans un nouveau pays, c'est différent partout dans le monde. Il y a des places que c'est vraiment très difficile, même impossible, puis il y a d'autres places que c'est le bord ouvert. Puis, chose certaine, ce que je veux qu'on réfléchisse ce matin, c'est que de donner une citoyenneté semble parvenir aussi d'un vécu historique, semble aussi faire partie d'une réalité qui est dans le contemporain. C'est-à-dire qu'il faut donner cette citoyenneté-là selon les besoins de la population. Puis nos besoins au Québec sont différents de celles de Toronto. Ceux de Toronto sont différents de ceux de New York. Ici, au Québec, on a une réalité dans un contexte très minoritaire en Amérique. Donc, notre citoyenneté, il faut y voir. Il faut vraiment... Ce que le logo a commencé à parler là, des tests des valeurs, ce qui aurait été impossible au Parti québécois d'ailleurs. Hein? Parce que là, déjà, il y aurait eu des ennemis à l'interne qui les auraient traités de nazis, quoi que ce soit. Le logo a été capable d'aborder ce sujet-là sur des tests de valeurs. On a ri de lui beaucoup. Mais quand tu regardes l'Autriche, entre autres, l'Autriche, là, si tu veux avoir ta citoyenneté, tu dois habiter le territoire pendant 10 ans de temps. On nous l'apprend là, dans cette vidéo-là. Tu dois parler la langue allemande. Tu dois passer des tests sur la langue allemande. Et aussi, tu dois passer des tests sur l'histoire de l'Autriche. Donc, puis du système politique autrichien. Donc, c'est pas... ils laissent pas ça à la légère. Puis, donc, ici, au Québec, on est loin de ça. Parce que ça répond à la réalité canadienne. L'immigration qui a été poussée aussi avec l'idée du multiculturalisme a été poussée dans une réalité canadienne pour répondre à des problèmes canadiens qui avaient un groupe de nationalistes ici qui n'emmenait trop large, puis que si on les laissait aller, ils allaient partir avec le territoire. Donc, il faut absolument... reprendre le contrôle, pas le reprendre, le prendre, on ne l'a jamais eu, prendre le contrôle de notre immigration et dans l'explication de tout ça, pour pas passer pour une gang de nazis, c'est de montrer la fragilité de notre culture en Amérique du Nord, comment elle a été fragilisée maintenant sur l'île de Montréal et sur le pourtour, et parce que ça, le Canada anglais, ces statistiques-là, ils nous les montrent pas, il faut les prendre ailleurs.
parce que ça décrirait un phénomène qu'on veut pas connaître, qu'on veut pas savoir. Puis ça, là, Pablo Rodriguez, Jonathan Trudeau aussi, Justin Trudeau, toutes les Mélanie Joly, toute cette gang-là, ils le savent très bien, mais ça semble pas trop les préoccuper dans leur projet de carrière. Il faut vraiment sortir de là au plus vite, puis bien comprendre le phénomène. Puis cette vidéo-là de Philippe Plamondon, puis de l'autre monsieur, c'est très, très, très bon. Moi, il faut réfléchir davantage sur ce sujet-là dans les prochaines émissions. Effectivement. J'ai une bonne question ici, Carl, que je vais tout de suite adresser. C'est, on me demandait plutôt c'était quoi les difficultés pour immigrer ici au Québec ou venir au Québec pour pouvoir c'est ça, venir s'établir, surtout pour étudier, venir ici. Et on me posait la question, c'est quoi les règles actuellement connues de pouvoir immigrer ici au Québec pour étudier, par exemple, ou au Canada. Et une des problèmes connus pour beaucoup d'étudiants, c'est de venir ici au Québec ou au Canada, doivent ouvrir un compte bancaire au Canada afin de couvrir leurs dépenses. C'est une information que les gens oublient tout le temps. Ils me demandent c'est quoi les alternatives? Bien, les alternatives, c'est simple, c'est d'être parrainé ou d'être invité par une communauté, par exemple. Je vais vous donner l'exemple, les Chinois et les Maghrébins. Eh bien, ils vont dans les mosquées puis ils soulèvent ce qu'ils appellent des cadres de parrainage. Et puis c'est comme ça qu'ils viennent étudier ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui viennent ici, puis qu'il y a beaucoup de Chinois qui viennent ici. C'est la raison. Et c'est très, très impossible de venir immigrer ici sur le cadre d'être étudiant si tu n'es pas capable de remplir ces carrés-là. Je sais qu'il ressort du sujet un peu, Carl, mais c'est parce qu'on me posait la question dans le clavardage. Non, c'est ça. Puis pour avoir des amis là, français qui ont passé le processus, tu dois, entre autres, savoir apprendre le Haut-Canada. Ils te font chanter le Haut-Canada. Là. Il y a comme une cérémonie là, quand tu as ta citoyenneté canadienne. Fait qu'ils te font chanter ça. Ils te font promettre sur la Bible que tu vas défendre l'unité canadienne. En tout cas, il y a des petits rituels qu'ils ont à eux. Puis ça, il faut sortir de là totalement. Là. Il n'y a aucune négociation à faire là, pour dans les prochaines années. Là, le test des valeurs que Legault a mis à la une là, doit aboutir sur un processus là, qui va nous permettre d'avoir le contrôle de notre immigration. Puis c'est facile d'expliquer à la presse internationale comment on a été trimballé puis comment on est rendu encore plus fragile aujourd'hui. Hey, quand tu as des lois sur la langue anglaise en Californie parce qu'ils ont peur à l'espagnol, puis là, tu dis, tu parles de ça aux Québécois qui connaissent pas trop le sujet, ils disent, c'est normal. Donc, si les Anglais en Californie sentent le besoin de faire des lois pour protéger la langue anglaise, imaginez au Québec. Puis imaginez dans le cadre historique qu'on est depuis 260 ans, comment le français a abouti jusqu'à aujourd'hui. Puis là, tu dis, hey, wow, on a un joyau entre les mains. On a vraiment une culture qui a passé le temps de façon très inattendue. Puis là, pour des raisons économiques, puis sauver le monde, on devrait s'amalgamer dans un grand délire canadien. Puis ça vient pas du Québec. C'est pas les Québécois ne ressentent pas l'idée, ne ressentent pas l'idée là, d'accueillir des gens comme on le fait actuellement. On s'attend, oui, peut-être à en accueillir, mais on pense que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils nous connaissent, ils nous comprennent, puis sont ici pour collaborer avec le gros combat qu'on mène depuis plusieurs décennies. Puis ça, c'est vraiment pas le cas parce que c'est nos adversaires qui les accueillent. C'est le Canada anglais. Puis, on pourrait citer Durham, on pourrait sortir l'histoire de Riel. Écoute, si, là, on avait eu à s'offusquer face à ça, fait longtemps qu'on le serait. C'est pour ça aussi que je suis un peu inquiet, même avec la campagne fédérale qui s'en vient avec l'oléoduc. Il y en a...
ça fait plusieurs sujets que le Canada anglais nous impose, essaie de nous démembrer. Puis on a des preuves à l'appui à travers l'histoire, à travers maintenant l'actualité. Puis il y en a encore, là, puis on regarde le projet de l'indépendance au Québec, comment il est encore si bas. Puis pourtant, on aurait tout là pour faire pousser cette idée-là. Donc c'est là que je remets en question aussi le travail de nos nationalistes, de nos politiciens qui se disent nationalistes. Je me dis qu'il va falloir là, montrer un peu plus de sérieux puis de conviction. Il nous manque des gens avec des convictions qui sont qui y vont pour une ou deux causes. Une cause, c'est l'indépendance. Puis en tout cas, je remarque que dans la dernière semaine, en tout cas, ce que j'ai eu sur ma page Facebook du Bloc québécois semble vouloir tendre un petit peu plus vers l'indépendance. Est-ce qu'ils ont compris le message? On va savoir ça. On va le savoir avec les prochaines semaines. Hey, puis j'essaie de monter tes codes d'écoute de l'émission avec... ils disent que quand tu mets des chats dans l'écran, ça marche. Regarde, j'essaie de mettre un chat puis pour faire monter les codes d'écoute. Bon, OK, c'était pour ça que le minou était rendu là. On me l'a lancé. Il y a des bons commentaires ici au sujet de, justement des Québécois. En parlant d'un sujet au hasard, on ne reconnaît plus que les Québécois sont... On les reconnaît maintenant qu'ils sont en minorité dans toutes les publicités maintenant. Parce que maintenant qu'on voit dans des séries télé, ou des publicités, on voit régulièrement des personnes qui ne sont pas... c'est pas un couple blanc. C'est rendu quasiment une honte ou un tabou de présenter des couples entièrement québécois blancs dans les publicités. Puis c'est une note que j'ai remarqué. Même si je connais beaucoup de gens qui font de la publicité puis qui sont pas blancs, mais sont 100% québécois, je peux vous dire ça. Bon matin à mon ami Huggins, d'ailleurs, qui est un Québécois à 300% et qui est pourtant, il y a un teint basané très foncé, je vais dire. Et pour lui, il trouve ça quasiment insultant. Lui, il a souffert toute sa vie de racisme, alors que il est 100% québécois. Tu sais. Il parle comme nous autres, il pense comme nous autres, puis pour lui, c'est l'indépendance d'abord. Il faudrait absolument que... C'est quoi qui dit? Ah oui, Trudeau donne 300 000 de votre argent pour contrer la supposée montée de l'extrême droite au Québec et non dans le reste du Canada. Son plan, éliminer le nationalisme québécois de notre identité. Point final. Oui, ça marche très bien, ça. Ah oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. On a beaucoup d'idéaux utiles au Québec là, qui marchent là-dedans. Là. C'est le film La Bombe. Je voulais t'en parler de ce film-là, là, de l'ancien skinhead qui s'est converti à la politique multiculturaliste puis qui a fait partie là, du bureau de la déradicalisation du Québec, puis qui a fait un film La Bombe, puis que M. Steve Fortin là, du Journal de Montréal s'amuse à citer comme étant une référence dans le domaine. Quand tu regardes la valeur de ce reportage-là, là, tu t'aperçois qu'ils sont vraiment dans un gros délire. Puis ça m'a déçu un peu que Steve Fortin cite ce film-là pour prouver qu'il existe une extrême droite au Québec. On sait que l'extrême droite au Québec est essentiellement militaire, vient de groupes militaires canadiens qui sont surtout fiers d'être Canadiens et qui ont peur, à l'image de Maxime Bernier, de perdre leur identité canadienne. Des militaires qui ont été combattre, qu'on me dit comme information, qui ont été combattre entre autres en Afghanistan, et quand ils sont revenus ici, puis qui ont vu un peu les politiques multiculturalistes, entre autres face à la religion musulmane, ont réagi fortement et ont créé des groupes comme la Meute et les Storm Alliance. Mais ça l'a vite... puis on a souvent aussi dans la propagande montré qu'il était au-dessus de 60 000 membres. Des membres là, en tout cas, moi, j'ai jamais vu de carte de membre se vendre au nom de ces groupes-là. Donc, on a confondu plein d'informations. Puis on a réussi quand même là, à faire naître chez certains au Québec là, qu'il existe une droite radicale là, qui mène le Québec. Puis que si on fait pas attention, là, on va complètement dériver. Là, puis c'est impossible non plus. C'est essentiellement là, des gens qui servent nos adversaires. Il faut comprendre ça absolument.
Puis, ils ont toutes sortes de façons de récupérer la nouvelle, parce que c'est pas nous qui la contrôlons. C'est ça. Il faut absolument que le gouvernement Trudeau, là, qui finance un organisme pour contrôler l'extrême droite, ça fait l'affaire de nos adversaires. Les multiculturalistes carburent à ça. C'est un peu là le russe des films américains. On aime là décrire le nationalisme québécois là, comme étant là, l'ennemi à abattre, qui doit disparaître de l'imaginaire québécois si on veut avancer. Puis on l'associe surtout là à des mouvements qui, dans l'imaginaire québécois, là, la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, on a vu beaucoup de films d'Hollywood là-dessus. Donc nos références face à ça, ils existent. Donc, on a juste à faire sortir des associations, Lucien Bouchard, Adolf Hitler, Jacques Parizeau. Et ça, nos adversaires, ça réussit dans l'imaginaire de certaines personnes qui fouillent pas trop l'actualité non plus. Ça fait l'affaire de beaucoup d'anglophones qui nous connaissent pas non plus. Donc, eux aussi ont des références face à la Deuxième Guerre mondiale. Hitler est connu, c'est le personnage le plus connu du 20e siècle. Parce que Hollywood aussi l'a fait connaître. Donc, il est difficile, là. Tu sors du film La liste de Schindler, puis là, tu as un journaliste anglophone qui t'associe le mouvement national. Donc, c'est sûr là, que le rapport entre les deux est facile à faire. Et ça, on a des spécialistes des communications de l'autre bord qui le travaillent jour après jour. Et ça travaille l'opinion publique, qui, à un moment donné, l'opinion publique, répéter un mensonge plusieurs fois, puis devient une vérité, bien, on assiste à ça. C'est ça aussi qui est dans le grand rêve utopique canadien, qui est monté sur des mensonges qu'on répète continuellement au Québec et qui influence malheureusement le commun des mortels, qui n'a pas tout le temps de suivre l'actualité, qui a aussi à faire 10-12 heures par jour pour faire ses paiements à la fin du mois. Parce que on est devenu des esclaves grâce au système privatisé du système économique. Et voici un bon exemple. C'est bon tu parles comme ça. On parle souvent des Québécois qui sont appelés à disparaître. Je vais vous en donner un autre exemple. Le même système est utilisé actuellement pour le pays Mossad. Maasai, excusez-moi, qui sont actuellement expulsés de leur terre pour faire place aux touristes et aux chasseurs. On sort du Québec un tout petit peu, mais vous allez voir l'idée. L'idée ici, c'est si vous ne reconnaissez pas le peuple Maasai, c'est un peuple qui vit actuellement dans les territoires de la Tanzanie. Et actuellement, on a passé des lois afin de pouvoir reconfigurer le territoire. OK? Et en reconfigurant ce territoire-là, ils font disparaître ce peuple-là. De la même manière qu'ils font ici, ils font actuellement avec des lois et avec tous des systèmes de à gauche et à droite très, 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 très mondialistes et très capitalistes. Même que l'article que je vous montre actuellement, c'est un article qui a été préparé par une journaliste d'Oakland, de l'Oakland Institute pour être très précis. Et on dit ici que leur territoire, là où on parlait leur langue, on faisait leur culture, on n'était pas compatible avec ce que les gros capitalistes voulaient. Ils voulaient prendre les ressources de ce pays-là. Et de la manière qu'ils sont pris, ils ont commencé par prendre contrôle du politique. Puis après ça, ils modifient les règles de vie de ces régions-là. Bien, c'est la même chose qui nous arrive ici au Québec. On vient faire la même action, c'est-à-dire on passe notre temps à nous dénigrer, nous reprogrammer ici en nous faisant des accroire que la société canadienne est là pour nous et est là pour nous protéger. Et le monde, il y a encore beaucoup de monde qui ne croient pas à ça, mais regardez la carte qu'on vous a présentée tantôt sur les faits que les Québécois, où est-ce qu'on en est rendu dans ce territoire. On se fait carrément balayer. Et
Il y en a qui n'aiment pas ça qu'on utilise ce mot-là parce qu'ils pensent tous qu'on est des gens de la droite. Mais oubliez pas cette carte-là. Ça veut tout dire. C'est du remplacement de la population. On t'apprend de nous pousser du territoire pour pouvoir prendre le contrôle. C'est la même chose qui arrive dans l'autre pays. Allons-y voir les commentaires. Il reste plus grand temps, mon cher. Oui. Il y a, bon, ça, je vous l'ai dit tantôt pour le 300 000 d'argent qu'il a lutté. Il y a un truc que j'ai trouvé ça intéressant où j'ai vu ça au sujet de la police. Je sais pas où j'ai vu ça tantôt. J'ai cru voir quelque chose. Même chose que pour les Cameroun. Même chose pour le Cameroun. C'est vrai, effectivement, pétoche. L'art de déchiqueter une société paisible. Effectivement, ça c'est bien dit, Linda. Malheureusement, un tournament exécutif dit qu'il a bloqué Steve Fortin depuis 4 ans. Il n'y en a rien à faire avec lui, paraît-il. Ah, je sais pas, peut-être. Je sais qu'il répond des fois à nos messages qu'on lui envoie, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est rendu. Il ne faut pas oublier que Steve avait beaucoup de tendances OD. Donc, option c'était quoi le nom déjà? Option nationale. Option nationale, c'est pas OD, c'est ON, excuse-moi. Pas la même acronyme, pas en tout. Pas t'approcher du micro, hein, tu veux me parler. Et il faudrait absolument connaître l'identité des criminels. Quand ce sont des Québécois, on ne se gêne pas pour leur montrer des très grosses photos. Ce sont des Québécois. Mais quand c'est les autres, on les cache. Surtout s'ils ont une barbe, un turban ou un signe moindrement associé à cette religion. Bon point. Eh oui, un bon point. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose passer tantôt pour nationalisme, le droit du sang. Ouais, ça, tu m'en as parlé. Hugo, on en a parlé. C'est pas de m'envoyer de quoi. Il y a même une vidéo, une deuxième vidéo qui a été faite sur Nomos. Donc, on vous invite à aller écouter Nomos-télé ou TV, pour être très précis, le nom. Pour aller voir Société et Culture. Il y a plusieurs vidéos sur le nationalisme et le droit du sang, qui va être très intéressant à entendre. J'invite les gens à aller voir ça. Donc, nous, pour aujourd'hui, ça complète ce que j'avais à te dire, Jean-Marc. Puis, te dire que cette semaine, en remplacement de François Saint-Louis, je vais avoir Maître Guy Bertrand. C'est soit mercredi soir ou jeudi soir. Je dois terminer mes devoirs là, pour écouter son vidéo là, qui résume son plan pour le Québec de demain. Donc, je vais tomber en contact avec M. Bertrand demain là, pour fixer notre entrevue, soit mercredi ou jeudi soir. Puis, j'ai d'autres invités là, qui vont se joindre à nous, là, que je vais confirmer dans la journée. J'ai fort possiblement là, Stéphane Allinger qui va venir jaser un soir avec moi. J'ai également Ricardo Figueras là, que j'essaie d'avoir aussi cette semaine. Et bien d'autres. Là, si René Ricard peut sortir de ses vacances pour que je puisse lui parler de péréquation, entre autres, j'aimerais bien ça. Et bien d'autres. Là, s'il y en a qui veulent se joindre, Éric Seno, Patrick Seno, je veux dire, s'il veut venir nous jaser cette semaine, il est le bienvenu. Donc, puis Martin-Joseph Lamontagne aussi, là, qui nous clavarde ça beaucoup. Donc, j'y ai fait une invitation la semaine dernière, fait que j'espère pouvoir débattre avec lui. Faut que tu le manèges, tu le ménages un petit peu. Il est supposé être après se reposer, lui, là son cœur, là. Oui, mais écoute, il peut changer sa batterie là, juste avant l'émission, là, puis je suis certain qu'il va être en forme. C'est bien. Bon, ben c'est ça. J'ai oublié de préparer mon histoire d'OVNI cette semaine, là, mais c'est à cause qu'actuellement, il y a un gros problème en anglais, on appelle ça du blackout, mais il y a beaucoup de trucs qui se font effacer sans qu'on le voie passer. On est après essayer de trouver une nouvelle méthode de ramasser toutes ces nouvelles-là. Parce que c'est vraiment extraordinaire la manière qu'on s'y perd actuellement. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous autres. Merci, Jean-Marc. Et à la prochaine. C'était Simplement Dimanche. Ben oui, c'est un Simplement Dimanche le 25 août 2019.
n'hésitez pas. Écrivez-nous studio@radioinfocité.com.